Bonsoir, le journal de TV78 pour un condensé d'actualité locale. Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette édition du mercredi 9 décembre. Voici les titres. C'est un sujet diffusé dans Complément d'enquête sur France 2 qui a mis le feu aux poudres. Des cas de cancer rares du cerveau ont été révélés parmi les salariés d'Atos et les habitants du bassin de vie autour du site implanté au Clé-sous-Bois. Dans le viseur, 3 antennes relais qui entourent les locaux du géant de la transformation digitale. Une enquête est en cours. Le cap était fixé par Emmanuel Macron, repassé sous la barre des 5000 nouveaux cas de Covid-19 par jour pour lever le confinement du 15 décembre. Mais cet objectif paraît inatteignable et le gouvernement réfléchit à une nouvelle stratégie. Le Premier ministre doit s'exprimer demain. Quels sont les derniers chiffres de l'épidémie dans les Yvelines? Les acteurs du monde culturel sont-ils inquiets d'un possible revirement? Élément de réponse. Interview dans cette édition avec Gérard Larcher, président du Sénat. L'ancien maire de Rambouillet s'exprime à notre micro sur les présidentielles à venir et sur son soutien à une autre Yvelinoise, Valérie Pécresse, dans la campagne des élections régionales. Enfin, il s'en vend chaque année environ 6 millions en France. Le sapin est un incontournable des fêtes et cette année ne dérogera pas à la règle malgré la crise sanitaire. Reportage à Saint-Cyr-l'École et aux Essarts-le-Roi. Et puisqu'on parle des fêtes, à la fin de ce journal, focus également sur le Noël décalé qui se tiendra cette année à la Commanderie en version online. La France rend hommage ce mercredi, une semaine après la disparition de Valéry Giscard d'Estaing. Il s'est éteint des suites du Covid-19 à l'âge de 94 ans, mercredi 2 décembre. Président de la République de 1974 à 1981, un seul septennat à l'origine de réformes progressistes, abaissement de la majorité à 18 ans, dépénalisation de l'avortement, libéralisation de l'information ou encore divorce par consentement mutuel. Pour commémorer sa mémoire, Emmanuel Macron a décrété donc aujourd'hui une journée de deuil national, une reconnaissance sobre, conforme à ce que souhaitait Valéry Giscard d'Estaing, qui ne voulait pas d'hommage national. Les drapeaux de l'ensemble des bâtiments publics de France ont été mis en berne. C'est le cas sur ces images à Voisins-le-Bretonneux et à Guyancourt. Une minute de silence également observée à la mi-journée dans plusieurs institutions, notamment ici à Montigny-le-Bretonneux, où une quarantaine de personnes élues, agents de la commune et habitants, s'est réunie devant l'hôtel de ville pour saluer une dernière fois le 20e président de l'histoire de la République française, enterré, pour rappel, samedi dernier chez lui dans le Loir-et-Cher. Les propos recueillis par Vicente Maria Santisteban. C'était important parce que c'était un grand chef d'État et un grand réformateur qui a porté des choix pour la société française extrêmement importants qui l'ont fait basculer dans l'ère moderne. Et donc, il s'appuyait aussi sur des valeurs par rapport à la liberté les droits et l'égalité homme-femme. Et aussi sur l'Europe qui nous sont très chers, nous particulièrement à Montigny. Donc, il nous semblait vraiment important de pouvoir lui rendre hommage aujourd'hui. Je vous le disais dans les titres, des éléments révélés par nos confrères de France 2 dans Complément d'enquête suscitent la polémique en ce moment. Plusieurs cas de cancer rare du cerveau chez plusieurs salariés d'Atos au Clé-sous-Bois et parmi des habitants des environs inquiètes. 3 antennes relais autour des bâtiments du groupe sont notamment dans le viseur. Les précisions d'Astrid Bergère. Des anciens salariés et d'autres toujours en poste chez Atos au Clé-sous-Bois ont développé des cancers du cerveau. Révélée par Complément d'enquête, l'affaire fait grand bruit. Cette multinationale, spécialiste des services informatiques et, en plus des nombreux serveurs et salles informatiques, entourée de 3 antennes relais. Entre 2015 et 2019, 7 cas de cancer rare du cerveau ont été observés chez les salariés. Y a-t-il un lien avec les ondes électromagnétiques présentes sur le site? Personne ne peut le prouver aujourd'hui. Des investigations sont toujours en cours. Une enquête a été diligentée avec la composition d'un groupe d'alerte en santé du travail. Ce GAST avait pour objectif de mettre en place différentes études au cours du premier trimestre 2020. Compte tenu de la suspension des investigations du GAST en raison de la déclaration de la crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus, Madame le maire, dès le déconfinement, a saisi officiellement par courrier en date du 13 et du 20 mai 2020 le préfet des Yvelines et les autorités sanitaires compétentes. Un changement de maire a eu lieu en juin 2020, mais la position reste la même. Les investigations du GAST ont repris et un nouveau rendez-vous est organisé avec la mairie dans le mois. Mais cette commune n'est pas la seule concernée. Au total, dans les villes des Clé-sous-Bois, de Villepreux et de Plaisir, 10 autres cas de cancer similaires ont été recensés. Moi, en tant que maire, j'ai 2 responsabilités. La première, elle est au niveau de la santé, avec les mesures et avec les compétences, je dirais sur lesquelles je m'appuie, parce que c'est pas moi qui ai des compétences particulières, mais on s'appuie sur des compétences de scientifiques. Et puis d'un autre côté, on a aussi la responsabilité de pouvoir faire travailler les entreprises et les privés qui en ont besoin, surtout en cette période. La mairie attend donc les conclusions des investigations et se dit prête à agir.
Qu'il y ait des personnes qui soient malades, indéniablement, ça c'est certain. Maintenant, si on devait se rendre compte que ces installations devaient développer ce genre de choses, bien évidemment, je serais la première à trouver les solutions dans la mesure de mes capacités, en tout cas en tant que maire. De son côté, Atos n'a pas souhaité répondre pour le moment à nos sollicitations. Dans l'actualité également, Jean Castex va faire un point sur la crise sanitaire demain, jeudi 10 décembre. Bonsoir Éléonore Sinoquet. Bonsoir. De la rédaction de TV78. Le Premier ministre doit détailler les détails de l'allègement du confinement. C'est la deuxième étape qui est prévue normalement le 15 décembre. Mais au vu des derniers chiffres, cela semble être plutôt compliqué, plutôt difficile. Oui, compliqué. Le 15 décembre, je vous rappelle, devait marquer la fin de l'attestation dérogatoire de déplacement et puis également la réouverture notamment des cinémas, théâtres, salles de spectacle et musées. Et tout cela uniquement si les conditions sanitaires le permettaient et si la France passait la barre des 5000 cas, en tout cas moins de 5000 cas par jour, cas positifs évidemment au Covid. Est-ce qu'on en est loin encore de cet objectif aujourd'hui ? On en est loin. Hier, on a comptabilisé plus de 13 000 nouveaux cas en France. Pour la région Île-de-France, c'était 1300 cas rien que pour cet unique secteur. Et en ce qui concerne les Yvelines, les contaminations par jour tournent entre 150 et 300 nouveaux cas. Hier, par exemple, dans le département, nous étions à 171 nouvelles contaminations. Mais attention, ce chiffre est plutôt dans la moyenne basse des contaminations, car il faut préciser que le dimanche, les tests PCR ne sont pas ou peu réalisés, ce qui décale évidemment la comptabilisation des cas. D'après la directrice départementale des Yvelines de l'ARS Île-de-France, nous sommes sur un plateau. Alors, ce plateau, ça veut dire que pendant quelques semaines, les chiffres ont baissé, mais qu'aujourd'hui, les chiffres remontent dans quelques endroits, et les Yvelines en font partie. Alors, on a compris, cet objectif de moins de 5000 nouveaux cas de Covid-19 par jour ne sera sûrement pas atteint d'ici mardi. Quid du coup de l'allègement de ce confinement ? C'est tout l'enjeu un petit peu des annonces demain prévues par Jean Castex qui fait faire une conférence de presse parce que cette deuxième étape, comme je vous le disais juste avant, ça devait marquer la réouverture en fait des théâtres, cinémas, musées. Ça ne pourrait finalement pas être le cas, d'où l'inquiétude des professionnels. Et on écoute justement la directrice du théâtre L'Espace Coluche à Plaisir. Je suis comme toute la profession, puisque j'échange avec mes confrères, on est très très mal. C'est-à-dire que on comprend plus ce qui se passe en fait. Nous, on a été de très bons élèves. Là, j'appréhende vraiment la fermeture des théâtres ou la non-réouverture des théâtres le 15, parce que ce qui m'inquiète encore davantage, c'est le mois de janvier. On ne comprend pas ces mesures qui sont totale suppression pour les uns et ouverture pour les autres. Je pense qu'il faudrait un petit peu d'équité. Il faut réouvrir les théâtres. Voilà, comme vous l'avez entendu, un peu l'état d'esprit des directeurs de théâtre. On en saura plus, évidemment, demain. La conférence de presse de Jean Castex, elle est prévue à 18h. Il reviendra probablement aussi sur les nouvelles modalités d'un peut-être couvre-feu, on verra ça. Et puis sur le déroulement des fêtes de fin d'année. Merci Éléonore pour toutes ces précisions et on reviendra sur ce qui est annoncé par le gouvernement normalement dans nos éditions, notamment celle de vendredi sur TV78. Cette mobilisation hier, mardi à Chevreuse, une partie du personnel de l'hôpital gérontologique s'est rassemblée pendant 1 heure devant l'établissement. Ces professionnels du secteur médico-social dénoncent leur exclusion du Ségur de la santé. L'objectif pour le gouvernement était de revaloriser les personnels hospitaliers des EHPAD publics fortement engagés dans la crise sanitaire. Les personnes mobilisées demandent à pouvoir bénéficier de l'augmentation de 183 € prévue par le Ségur. Écoutez cette interview. Environ une quarantaine de personnes étaient présentes donc hier. Donc ça fait à peu près 25% de l'effectif total de l'établissement et à peu près 50% de l'effectif présent hier. Pour l'égalité de traitement pour tout le personnel, parce que donc dans l'établissement il y a différents secteurs et donc il y a un secteur sanitaire et un secteur médico-social et donc le médico-social donc n'a pas touché les 183 € prévus en fait. C'est pas une prime en fait, c'est un complément indiciaire de salaire. Donc en fait, au final, dans l'établissement, il y aura une partie du personnel qui touchera donc 183 € en plus. Voilà. Et c'est pas tout le monde n'est pas concerné.
Nous, on veut même hôpital, même carrière, en fait. Voilà. Et que le décret concerne tout le personnel, aussi le personnel médico-social, et que qu'il soit refait dans les plus brefs délais, et que ce soit rétroactif aussi, au final aussi. Parce qu'on fait exactement le même travail que quelqu'un dans le sanitaire, mais au final, on n'est pas payé pareil. On ouvre une page politique dans ce journal. Il a été élu député de la 11e circonscription des Yvelines le 27 septembre dernier. Philippe Benassaïa a dû s'adapter à cette nouvelle fonction. Nous avons passé une matinée à l'Assemblée nationale avec le parlementaire, ancien maire de Bois d'Arcy, un reportage de Nicolas Dandry. Il a effectué ses premiers pas à l'Assemblée nationale en octobre dernier. Philippe Benassaïa, nouveau député de la 11e circonscription des Yvelines, a pris le rythme de l'activité parlementaire. Une journée type, c'est à la fois des rencontres, des rendez-vous, du travail, beaucoup d'études, du travail de commission sur toutes les thématiques sur lesquelles je suis engagé. Donc ce sont des journées chargées en général le mardi, le mercredi et le jeudi. Premier point au programme de sa matinée, une question orale, une séance particulière dans l'hémicycle avec une question individuelle et directe du parlementaire aux membres du gouvernement. Le député yvelinois va solliciter la ministre déléguée au logement auprès de la ministre de la Transition écologique. Madame la ministre, j'attire votre attention sur les difficultés que rencontre le personnel pénitentiaire pour se loger, notamment dans le logement social. Plus généralement, les modalités d'application de la loi SRU pose de grosses difficultés aux communes. Ce sujet, Philippe Benassaïa le connaît à travers la maison d'arrêt présente à Bois d'Arcy. Ancien maire de cette commune, cette fonction d'élu local lui permet d'agir aussi dans sa nouvelle activité de législateur. Une expérience remarquée par ses collègues du groupe Les Républicains. On a l'impression que Philippe Benassaïa a toujours été à l'Assemblée nationale, tellement il connaît ses sujets, il maîtrise ses dossiers, et surtout c'est un homme de terrain, enraciné, ancré, qui défend des valeurs d'autorité, mais aussi de solidarité. On sent qu'il a une expérience d'élu local, comme j'ai pu l'être moi-même, et le fait d'avoir été maire de Bois d'Arcy lui donne évidemment une familiarité avec beaucoup de sujets. Après la réunion du groupe parlementaire, l'élu yvelinois rejoint son bureau. Membre de la commission des finances, engagé sur les sujets de sécurité, Philippe Benassaïa a déjà travaillé sur plusieurs textes de loi, notamment à travers des amendements. J'ai fait un amendement sur la police, sur les CSU, les centres de supervision urbains. Je prends un exemple dans ma circonscription, pour être toujours très concret. Le Ménil de Saint-Denis est dans une petite communauté de communes. Ça permettrait au Ménil de Saint-Denis de pouvoir se rattacher à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin pour bénéficier des CSU. Le lien avec sa circonscription, le député Les Républicains le conserve avec son rôle d'élu départemental. Face à la loi du non-cumul des mandats, il a été contraint de démissionner de sa fonction de maire. Ça a été un vrai crève-cœur. Très honnêtement, j'ai mis un peu de temps à passer du rôle de maire à député. Donc la transition n'a pas été évidente. Puis maintenant, ça va, puisque je garde toujours, bien sûr, un œil sur Bois d'Arcy et sur l'ensemble des villes de la circonscription. Pour conserver son ancrage local, Philippe Benassaïa sera candidat pour un nouveau mandat de conseiller départemental pour le scrutin de juin 2021. Un reportage à retrouver également demain dans un nouveau numéro du 7-8 politique, tout comme une interview de Gérard Larcher. Le président du Sénat et sénateur des Yvelines reviendra sur l'actualité politique autour de la sécurité globale, des conséquences du Covid-19 sur l'économie. À l'occasion aussi de parler des présidentielles 2022 et de son soutien à Valérie Pécresse dans la campagne des prochaines élections régionales. Interview complète à retrouver ce jeudi à 21h sur TV78. En attendant, voici un extrait, les questions de Nicolas Dandry. Vous allez être président du comité de soutien de Valérie Pécresse pendant cette campagne. Quel rôle vous allez jouer en fait ? Elle me l'a demandé, je l'avais déjà été la fois dernière. Mon rôle, c'est d'abord, dans ma responsabilité de sénateur, d'indiquer que l'approche que Valérie Pécresse a du territoire francilien est une approche qui correspond dans la proximité, ça n'est pas rien d'être dans la proximité, avec plus de 12 millions d'habitants. Elle prend en compte cette formidable région, cette région capitale qui a une responsabilité nationale majeure. Si je prends un exemple, en matière environnementale, elle a beaucoup plus fait que tous ceux qui se proclamaient des environnementalistes. Et donc, dégager avec elle, autour d'elle, c'est le rôle d'un président de comité de soutien,
j'allais dire, quelques éléments du projet qui doivent être des projets partagés. Nous ne devons pas oublier que l'Île-de-France, c'est aussi un département comme la Seine-Saint-Denis, avec d'immenses difficultés. Eh bien, les réponses que nous devons apporter, elles doivent s'adapter à chacun des territoires, mais elles doivent être une marque commune, celle de notre région, celle de ses responsabilités, avec notamment la dimension économique. Et derrière la crise économique, la région sera un acteur majeur. Et si le plan de relance réussit, il ne réussira qu'à une condition, qu'il soit déconcentré au niveau de la région, au niveau des départements et au niveau des communes. Un dernier mot pour conclure. On sait que vous suivez Valérie Pécresse depuis plusieurs années maintenant. Est-ce que c'est régional pour elle? Ça représente un tremplin peut-être pour les élections présidentielles de 2022? C'est d'abord un tremplin pour la région Île-de-France. Donc l'enjeu, c'est Valérie Pécresse encore, j'allais dire, à la tête de l'Île-de-France pour les 6 années qui viennent. Ça m'apparaît tout à fait essentiel. Ensuite, Valérie Pécresse, c'est une femme politique, nationale. C'est un sujet, il faudra que se dégage un candidat dans les familles du centre, de la droite républicaine, chez les gaullistes, un ou une candidate. C'est ce à quoi je travaille, pour qu'il n'y ait, j'allais dire, le moment venu qu'un seul candidat, parce que je pense que nous avons une responsabilité, le centre et la droite, c'est d'offrir une alternative à Emmanuel Macron. Parce que si la seule alternative, c'est Emmanuel Macron, Marine Le Pen, ou Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, je pense que ça n'est pas l'alternative que je souhaite. Après qu'il y ait un débat, eh bien, entre Emmanuel Macron et un candidat ou une candidate que nous soutiendrons, c'est tout simplement une démocratie qui fonctionne. Avant de conclure, vous dites que vous travaillez dessus. De quelle manière ? Je suis en train de voir tous les candidats ou les candidats potentiels, de réfléchir à ce qui pourrait être une méthode de départage, mais laissez-moi là un peu de temps, on en reparlera au printemps. Merci Gérard Larcher, président Les Républicains du Sénat et sénateur des Yvelines. Chaque année à l'approche de Noël, un quart des Français l'accueillent dans son foyer, le sapin, un incontournable des fêtes. Mais en cette année un peu particulière, les ventes sont-elles au rendez-vous? Réponse dans ce reportage de Célia Gatsongo aux Essarts-le-Roi et à Saint-Cyr-l'École. Trouver le sapin idéal pour mettre dans son salon, les Yvelinois n'échappent pas à la tradition et ce n'est pas la crise sanitaire qui va les arrêter. En fait, on vient chercher le sapin, voilà, puisque avec la réouverture des magasins, on en profite. Et puis on va faire un petit peu le tour du magasin pour voir les décorations, voilà, mettre un peu de joie en cette période, quoi. Il y a 2 semaines, les commerçants ne savaient pas s'ils pourraient vendre ces arbres de Noël. C'est donc un soulagement pour eux. On est très contents parce qu'on a plein de sapins et on va pouvoir satisfaire tous nos clients qui sont vraiment en attente. C'est une symbolique de Noël qui est importante et les gens attendaient des sapins. Comme Juliette, elle vient tous les ans ici acheter son sapin. Moi, je reste vraiment dans le côté traditionnel, l'épicéa qui sent bon. Le sapin le plus vendu reste le Norman. Il a la particularité de garder ses épines. Vanessa Génin et son époux proposent aux Essarts-le-Roi, juste à côté de la N10, 5 variétés différentes. Il y en a pour tous les goûts. Voilà, toutes les tailles. On essaie de satisfaire un plus grand nombre de clients. Après, vous avez le bleu. Voilà, 1m50, 1m75. Cette année, la montagne, il n'y a pas beaucoup qui vont y aller. C'est tout un ensemble qui fait qu'aujourd'hui, le sapin représente, comme je vous ai dit, la montagne, le plaisir, le bonheur de se dire que c'est les fêtes de fin d'année, qu'ils vont pouvoir les faire en famille. Et ils ont voulu vraiment se faire plaisir sur un beau sapin de Noël. Reste donc plus qu'à les décorer. En 2019, près de 2 foyers sur 10 ont acheté un sapin de Noël naturel. Et puis à 50 ans en Yvelines depuis 3 ans, la commanderie donne rendez-vous pour un Noël décalé. Cette année, avec les mesures sanitaires toujours en vigueur, l'événement a lieu en ligne. C'est donc un e-Noël décalé qui vous est proposé avec au programme lecture musicale, marché de Noël virtuel ou encore atelier en visioconférence. Justine Brasier. La commanderie revient avec son e-Noël décalé, une programmation 100% en ligne cette année avec marché de Noël virtuel, lecture musicale ou encore atelier. Le public nous manque, les artistes nous manquent, les intervenants nous manquent. Et du coup, on avait envie de ne pas rester 2 mois sans rien proposer à la commanderie et de faire ce lien jusqu'à la fin de l'année en espérant des jours meilleurs au mois de janvier.
Les ateliers sont accessibles à tous et variés. Au programme fabrication de lanternes, de produits cosmétiques, réalisation de recettes de cuisine et de cartes de Noël ou encore yoga du rire. Des ateliers pour les enfants, des ateliers pour les adultes, parce qu'on a eu envie de concerner tous les publics. Et donc voilà, il suffit de s'inscrire, de choisir un ou des ateliers. Pour certains ateliers, le public vient chercher des kits, puisqu'on leur a préparé tout le matériel pour pouvoir réaliser leur fabrication en même temps que l'intervenant en direct. 10 connexions au maximum sont possibles par atelier. Une fois inscrit, un mémo est envoyé aux participants indiquant l'heure et un lien pour se connecter. On se retrouve ensemble en visio, comme on a appris à le faire depuis quelques mois, d'être tous en visio. Voilà, on a tout organisé pour pouvoir les accueillir virtuellement à la commanderie. D'autres ateliers auront lieu ce week-end, fabrication de mangeoires à oiseaux ou encore emballage cadeau. Il est encore possible de s'y inscrire. Programme et réservation sur le site de la commanderie. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Belle soirée avec TV78.